C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité, et l'une des citations les plus célèbres de tous les temps. Mais est-ce vraiment ce que Neil Armstrong a prononcé le 20 juillet 1969, lorsqu'il a posé le pied sur la Lune pour la première fois dans l'histoire de l'humanité? Il semble que ce soit à la fois vrai et faux. Des milliers de personnes sur Terre qui suivaient l'événement historique en direct ont entendu la phrase sans un petit détail. L'article indéfini 1. Il n'y a pas de petits détails quand il s'agit de grammaire. Et l'absence de 1 a légèrement changé le sens de toute la phrase. Puisque homme et humanité devenaient des synonymes dans ce cas, cela signifiait essentiellement « c'est un petit pas pour l'humanité, un grand bond pour l'humanité ». Neil Armstrong lui-même a déclaré à la presse après la mission Apollo 11 qu'il y avait bien un « 1 » là, mais que les gens ne l'avaient tout simplement pas entendu. 30 ans plus tard, lors de l'anniversaire de l'événement, Armstrong n'entendait toujours pas l'article en écoutant l'enregistrement de cette fameuse transmission. Il a expliqué qu'il n'était pas la personne la plus éloquente et qu'il laissait de côté de nombreuses syllabes. Il peut donc s'agir d'un son supprimé et le microphone vocal n'a tout simplement pas pu le capter. Mais il a insisté sur le fait que 1 avait été intentionné, car sans lui, la déclaration n'aurait pas eu de sens. En 2006, un programmeur informatique a soutenu les paroles d'Armstrong avec un peu de magie numérique. Il a fait passer l'audio par un logiciel qui isole les impulsions nerveuses et les a vues sous forme graphique d'ondes sonores. Il est devenu évident qu'il y avait un son de 35 millisecondes entre pour et homme. C'était trop bref pour que d'autres humains l'entendent, mais Neil avait clairement laissé de la place pour un 1. Plusieurs années plus tard, l'Université de l'État de l'Ohio a étudié les habitudes de parole des habitants du centre de l'Ohio, comme le premier homme sur la Lune, et a remarqué qu'ils omettent souvent des mots comme « pour » et « un ». Dans un documentaire de la BBC, le frère cadet d'Armstrong, Dean, a mentionné qu'il avait vu la citation écrite sur un morceau de papier des mois avant la mission. Que cela se soit réellement passé ou non reste un mystère car il ne l'avait jamais mentionné avant le documentaire. Comme pour beaucoup de citations célèbres, les gens ont essayé de trouver un certain symbolisme derrière les mots d'Armstrong. L'un de ses biographes a suggéré que la citation était inspirée par l'amour de l'astronaute pour les livres de J.R.R. Tolkien. Il y avait une phrase similaire dans Le Hobbit. Pas un grand bond pour un homme, mais un saut dans l'obscurité. Il a découvert cette connexion parce qu'Armstrong avait une adresse e-mail thématique sur Tolkien dans les années 90 et, après sa retraite de la NASA, il a déménagé avec sa famille dans une ferme nommée Rivendell. C'était aussi le nom d'une vallée et la demeure d'Elrond, le semi-homme semi-elfe du Seigneur des Anneaux. Armstrong lui-même a nié cette connexion puisqu'il n'avait lu aucun des livres de Tolkien avant de partir en mission Apollo 11 vers la Lune. D'autres pensent que la citation était basée sur la note de service de la NASA. Aller sur la Lune n'était pas une promenade de santé. Il était donc important que la première personne sur place prononce des mots emblématiques sur le fait que c'était une avancée historique pour toute l'humanité. Encore une fois, l'astronaute a nié avoir reçu une quelconque note de service. Il a ensuite partagé que c'était simplement la chose la plus logique et correcte à dire. Armstrong devait littéralement parcourir un long chemin pour faire ce pas légendaire. Il a pris son premier vol en avion à l'âge de 6 ans, dans un avion Ford trimotor avec son père. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux de l'aviation. Il était un scout actif et a obtenu le rang le plus élevé possible, Eagle Scout. Pour son 16e anniversaire, il est devenu pilote étudiant breveté avant d'obtenir son permis de conduire. Il continua ensuite à étudier le génie aéronautique. Son programme comprenait 2 années d'études universitaires à l'université de Purdue, suivi de 2 années de formation de vol et d'1 année de service comme aviateur, avant de revenir pour terminer ses 2 dernières années. Pendant son séjour à Purdue, Armstrong rejoignit une fraternité et écrivit et dirigea une comédie musicale pour le Varsity Varieties de l'école. Il investissait tellement d'efforts dans sa version de Blanche-Neige et les 7 nains qu'il obtint un C ce semestre-là en psychologie pour ingénieur, un C en vibration des aéronefs et un D en génie électrique.
Pendant son service d'aviation, Armstrong a dû s'éjecter de l'avion au-dessus de l'eau. Les vents ramenaient son parachute vers la terre. Alors qu'il pensait que c'était fini, son ami de l'école de pilotage dans un véhicule de service est venu le chercher et lui a sauvé la vie. Armstrong s'est revenu à Purdue, a terminé son diplôme, s'est marié pour la première fois et est devenu pilote de recherche civile juste après. Le couple a déménagé en Californie et chaque fois qu'il survolait leur maison, Neil inclinait les ailes pour que sa femme et son fils au sol sachent que c'était lui. Il a accumulé plus de 1100 heures de vol en testant divers avions supersoniques et le planeur fusée X-15. Il n'a pas pu postuler lorsque l'armée de l'air des États-Unis recrutait pour le programme Man in Space Soonest pour la première fois en 1958, car il n'acceptait pas les pilotes d'essais civils. En avril 1962, la NASA acceptait à nouveau les candidatures pour le projet Gemini, et cette fois-ci, il était éligible. Neil a remis sa candidature après la date limite. Ce n'est donc que grâce à un simulateur de vol qui le connaissait et qui a glissé la candidature dans la pile qu'il est entré dans le programme spatial. À l'époque, il n'était pas considéré comme le pilote numéro 1 de la NASA et volait en tant que membre d'équipage suppléant. En 1966, Armstrong est devenu le premier civil américain dans l'espace et avec David Scott, ils ont réussi la première manœuvre d'amarrage spatial manuel. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Après l'amarrage, un propulseur de fusée a connu une défaillance et le vaisseau spatial a commencé à tourner de manière incontrôlable. Ils ont dû se séparer de l'Agena. Armstrong a repris le contrôle du vaisseau spatial Gemini et ils ont réussi à effectuer un amérissage d'urgence épique dans l'océan Pacifique. Alors, il était temps de choisir qui allait devenir le premier humain sur la Lune. Il devait s'agir d'un civil et les décideurs de la NASA ont choisi Armstrong pour cet honneur. Certains pensaient que c'était parce qu'il avait une personnalité agréable, une confiance tranquille et qu'il travaillait dur pour atteindre les étoiles, littéralement. Pour préparer les astronautes à l'atterrissage du module lunaire et à la gravité réduite qu'ils allaient expérimenter, la NASA a commandé la construction de véhicules d'entraînement. Au début du mois de mai 1968, à seulement 30 mètres du sol, le véhicule d'Armstrong a commencé à rouler hors de contrôle. Il a dû agir rapidement et s'éjecter pour se sauver. Une analyse ultérieure a prouvé que s'il l'avait fait seulement une demi-seconde plus tard, cela aurait été ses derniers moments. Le 16 juillet 1969, Armstrong, avec les autres membres de la mission, a décollé pour la Lune. La NASA a construit le Saturn V, la fusée la plus puissante qui ait jamais volé avec succès, pour les y emmener. Elle était aussi haute qu'un immeuble de 36 étages. 4 jours plus tard, ils ont atteint leur objectif. Après avoir passé 21 heures et 36 minutes là-bas, laissant leurs empreintes qui sont encore visibles à la surface de la Lune, collectant des échantillons de surface, prenant des photos et testant des instruments scientifiques, ils sont rentrés sur Terre. Armstrong n'appréciait pas autant l'attention du public. Alors il décida de se lancer dans une carrière d'enseignant. Il est devenu célèbre dans le monde entier, mais il devait encore travailler dur pour défendre sa thèse de maîtrise à l'Université de Californie du Sud. Il a ensuite pris sa retraite de la NASA et est retourné dans l'Ohio avec sa famille, où il a enseigné durant les 8 années suivantes. Il n'a pas complètement coupé les liens avec la NASA et a travaillé avec eux sur plusieurs commissions, aidant aux enquêtes sur la panne d'Apollo 13 et l'incident tragique de la navette spatiale Challenger. En 1985, Armstrong a voyagé au pôle Nord avec un groupe de compagnons explorateurs. Il était tout à fait logique qu'il veuille le voir non seulement depuis l'espace, mais aussi depuis le sol. Pour son grand pas pour l'humanité, Armstrong a reçu la médaille présidentielle de la liberté, la médaille d'honneur spatiale du Congrès et la médaille d'or du Congrès.